première fois que je suis arrivé, c'était tout sec. Vincent n'est jamais revenu ici. Je l'accompagne avec ma caméra pour ce retour au pays 30 ans plus tard. Je ne suis jamais revenu moi non plus. Nous sommes au Burundi, à Bujumbura. Ce moment réveille chez nous des souvenirs forts. Et pour mon ami Vincent, ce voyage résonne comme un retour aux sources. Vincent Karch est chanteur d'opéra. Sa brillante carrière de ténor international l'a propulsé sur des scènes de premier plan à travers le monde. Mais son parcours, aussi surprenant qu'inattendu, rend son histoire très particulière. Tout a commencé il y a 30 ans. C'est ici au Burundi que j'ai connu Vincent en 1990. Nous étions deux jeunes coopérants à Bujumbura, la capitale économique. Vincent était technicien forestier, moi responsable audiovisuel au Centre culturel français. Le Burundi est situé entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. C'est l'un des plus petits pays d'Afrique, 20 fois plus petit que la France. Ce petit pays d'Afrique de l'Est est le berceau d'une amitié qui dure depuis plus de 30 ans. Vincent et moi y avons vécu 16 mois, on avait alors une vingtaine d'années. Mais pour Vincent, le Burundi, c'est surtout les racines de son histoire. Cette terre est au cœur d'une découverte essentielle qui va bouleverser son existence, sa voix. Bon, mais 30 ans après... C'est Olivier Gène, le directeur actuel de l'Institut français du Burundi, qui vient nous accueillir à l'aéroport. C'est curieux, ça vibre pas pareil. Je sais pas comment, le premier ressenti, ça vibre pas du tout pareil. Ce pays nous a profondément marqués. Plus d'une fois, on a eu envie d'y retourner, mais pour ça, il nous manquait un but. Cela n'avait aucun sens de rechercher notre jeunesse perdue, et de toute façon, on n'aurait jamais retrouvé le pays de nos souvenirs. Le Burundi a été mis à terre par un terrible génocide en 1993, et aujourd'hui encore, il ne s'en est toujours pas relevé. Il nous fallait un projet concret pour revenir ici. Et ce projet, c'est l'Institut français du Burundi qui nous l'a apporté à l'automne 2019, en sollicitant Vincent pour une conférence. C'était l'occasion. Alors j'ai décidé de l'accompagner avec ma caméra et de lui consacrer ce film à travers mon regard, forcément très personnel. J'ai été invité à l'Institut français du Burundi pour une conférence et un moment de chant, de coaching vocal. Donc ça a installé quelque chose dans le présent. Et du coup, il y avait beaucoup de sens à y revenir. C'était plus juste une nostalgie du passé. L'actuel Institut français s'appelait à l'époque Centre culturel français. Ce lieu, Vincent et moi, on l'a bien connu, et beaucoup de souvenirs y sont associés. On avait envie de garder ça comme quelque chose de sacré, auquel on ne touche pas. Peut-être un petit peu d'appréhension d'y revenir et d'y retrouver quelque chose de ne pas retrouver la même chose, et forcément d'ailleurs, de retrouver un pays changé, une peur peut-être de retrouver aussi le jeune homme qu'on était et ce temps qui passe. C'est un peu vertigineux d'une certaine manière. Il y avait des sacs de ciment, de pots de peinture, de l'argent, tout était jeté, donc je crois que c'est... J'ai entendu cette histoire, je l'ai trouvée merveilleuse. Refaire venir quelqu'un ici qui avait découvert un talent exceptionnel au Burundi, c'était à la fois rendre hommage au Burundi,
par sa tradition de chorale. Et c'était aussi rendre hommage à cette merveilleuse histoire de ce jeune homme qui était passé par l'Institut français aussi et qui aujourd'hui est devenu un ténor connu. L'Institut français, c'est un centre culturel dont la mission principale est la promotion des artistes par la visibilité. Il y a une scène, il y a aussi beaucoup de formations qui sont données. Nous avons aussi une médiathèque et un espace de cours de langue. Voilà, tous ensemble, ça donne un institut français, il y en a partout dans le monde, et j'en suis le directeur délégué. C'est ici, dans ce même lieu, que j'ai travaillé pendant 16 mois. J'ai fait tellement de choses passionnantes, dans cet endroit magique, à l'époque le poumon culturel du pays. C'est construit depuis 2 ans. J'y ai notamment développé un département vidéo qui n'existait pas. Et comme un signe sûrement, je filmais déjà Vincent. Je suis aidé de mon ami caméraman Olivier, que je te montrerai tout à l'heure. Sensation étrange que ces premiers instants de confrontation avec le passé, dans ce lieu que je connais si bien. Tant de choses ont changé, et bizarrement, pas tant que ça. Et voilà la belle, ça. Alors, qui aurait cru qu'en venant à Bujumbura, je trouverais un piano pareil? Ce piano va jouer un rôle essentiel dans la vie de Vincent. Et 30 ans plus tard, ce piano, il est encore là. Ça a été un moment absolument magique. Le moment d'émotion de retrouver le piano sur lequel j'avais joué tant de fois. Ce premier contact où tout d'un coup les doigts fébriles, les émotions sont là. Et en même temps une espèce de calme, de retrouver l'instrument, un peu poussiéreux, exhumé de décombres sous lesquels il était pendant pas mal d'années d'ailleurs. Je l'ai appris un peu plus tard. C'est étrange, aller-retour entre le passé et le présent, sans arrêt. Voilà, la première journée, c'était ça. Tiens, cet endroit, ce lieu, cette odeur me fait remonter une émotion, un ressenti de l'époque. Et puis revenir dans l'instant, dans ce qu'on avait à préparer, etc. Ces allers-retours permanents. Dans un grand calme, une grande joie d'accueillir tout ça. Nous sommes en 1990. Vincent effectue son service civil à l'ISABU, l'Institut des sciences agronomiques du Burundi. Il fait de la recherche forestière, sous la direction d'Hervé Duchaufour, son chef de projet. Leur travail consiste à limiter l'érosion des sols en gérant au mieux le reboisement et les plantations. En 1990, j'étais un jeune homme de 22 ans, un peu insouciant, inconscient, et d'arriver là, c'était d'abord un choc pendant un mois. Je me demandais comment j'allais pouvoir rester ici. C'est tellement une différence culturelle, climatique. Et après un mois, après cette digestion, après m'être posé là, je ne voulais plus rentrer en France. Vincent fait aussi de la musique à ses heures. Il participe à la chorale de Bujumbura et pianote pour son plaisir chez lui et au Centre culturel français. Et c'est en juin 1990 que l'inattendu se produit. Ce soir-là, nous dînons dans un restaurant qui nous est familier et comme souvent en fin de repas, Vincent se met au piano et nous chantons. Dans cette même salle se trouve le directeur de l'école française qui finit par approcher Vincent pour lui faire une proposition surprenante. Occuper le poste de professeur de musique qui se trouve être vacant. Vincent pense ne pas avoir les compétences. Il hésite. C'est alors qu'il a une idée. Il décide finalement de relever le défi, mais à sa manière, il va créer, avec les élèves, un conte musical qu'il appellera « Le Papillon Noir ». Ça ne serait pas arrivé en France. Je suis juste titulaire d'un BTS production forestière. Donc, voilà, pour devenir prof de musique, voilà, dans une école française officielle, un collège,
comme je ne savais pas faire le programme, on a créé un spectacle, tout à l'intuition. Voilà, on a créé les paroles, la musique. Au fur et à mesure des cours, chaque semaine, on a avancé comme ceci. Et en une année, voilà, tout a été composé, écrit, et ça donnait un moment, pour moi, mémorable, de voir ces enfants rayonnés par le chant et tout ce qu'on avait créé. Vous me dites, regardez qui vient là-bas, et le lièvre et le léopard arrivent sur la musique. Ok? Le lièvre et le léopard, j'espère qu'aujourd'hui vous connaissez votre texte, j'en suis convaincu. Plus l'histoire d'un héros d'une légende européenne qui vient en Afrique parce qu'il est catapulté pour résoudre quelque chose. Et qui devient copain avec un héros d'une légende burundaise qui s'appelle Samandari. Les arbres des montagnes m'ont vu naître et grandir, leurs armes m'accompagnent, leur langue ouvre un soupir, résonne quand je suis parti. Vincent a tout créé, tout orchestré, depuis la partition jusqu'à la mise en scène. Les parents confectionnaient les costumes. Le conte musical est joué devant 2 salles combles au Centre culturel français en juin 1991. Et à l'époque déjà, je ne suis pas bien loin. J'aimerais remercier Olivier Depardet, qui est en train de tourner encore actuellement. Le Papillon Noir deviendra même un livre édité en littérature jeunesse. Un auteur est né. C'est cette aventure improbable qui va provoquer un premier choc chez Vincent. Le technicien forestier se découvre alors une vraie vocation artistique, mais la révélation qui va bouleverser sa vie naîtra d'une autre rencontre. J'ai découvert à la chorale de Bujumbura, par hasard, que j'avais une voix de ténor. Donc ça a changé ma vie complètement. La chorale du Centre culturel français compte à l'époque plus de 30 nationalités et est un modèle d'unité et de partage entre les peuples. Le chef de chœur, Pierre Poupard, me dit t'as une vraie voix de ténor, une vraie voix de ténor professionnelle, voilà, à toi de faire ce que tu veux. Donc ça a changé ma vie complètement. Je suis rentré en France et il s'est avéré, au bout de 5 ans, 6 ans, que je suis devenu professionnel de la voix, du chant. Et c'est né ici au Burundi, dans ce petit pays, le cœur d'Afrique. Le chef de chœur a un grand avantage, c'est qu'il entend toutes les voix. Et cette année-là, je pense 70-80 choristes, très rapidement, j'ai vu chez les ténors là-haut un garçon jeune, tout jeune, il avait 20 ans, 22 ans, qui avait une voix un petit peu différente des autres. L'année s'est passée, je n'ai pas eu de relation particulière avec lui. Hein. Il fallait être le chef de chœur de 80 choristes, et pas dire un tel. Mais quand même, il s'est passé des choses parce que cette voix, vraiment, elle sortait du lot. Et c'est vers la fin de l'année que j'ai dit à Vincent, mais tu es encore là? Il dit, ah non, ça y est, j'ai terminé mon VSNA, je rentre en France. Mais c'est quoi ton métier? On ne se connaissait pas, on se rencontrait très peu. Ah, je suis forestier. Ah oui, tu es forestier, tu vas reprendre ton... Oui, bien sûr, je vais reprendre mon travail de forestier. Je dis, mais tu sais que tu as une voix un peu particulière, une jolie voix de ténor. Moi, écoute, si j'ai un conseil à te donner, je suis vraiment souvenir de ce que je lui ai dit ce soir-là. Va à un conservatoire, essaye, lance-toi, peut-être que tu vas prendre plaisir à chanter. Et franchement, moi je pensais que c'était comme amateur, voilà, et qu'il allait ajouter ça à son métier de forestier. Et on en est resté là. Et ça a été la fin d'une histoire pour moi, puisque Vincent est reparti et nous sommes perdus de vue pendant 30 ans. Tout a été possible pour moi au Burundi. C'est le pays de tous les possibles. Et c'était le démarrage de ma vie. Je suis devenu ici, j'étais forestier, je suis devenu chanteur et auteur. Pour moi, c'est un moment absolument extraordinaire.
Vincent et les arbres. Plus que jamais partenaires, dans un parcours de vie atypique, ils entretiennent ensemble des liens forts et puissants, qui sont déterminants dans la carrière de l'artiste. Celui qui vient à notre rencontre est un passionné lui aussi. Hervé Duchauffour, ancien chef de Vincent. Il va nous héberger pendant ces quelques jours au Burundi, et pour nos retrouvailles, c'est nous qui l'accueillons chez lui après sa journée de travail. Je n'avais pas revu Hervé depuis 20 ans, lui, pour le coup. On s'était vu un petit peu après le Burundi, et puis, tout en restant en contact, ben voilà, la vie a fait qu'on s'est un petit peu moins vu. Et là, c'était un immense bonheur de le retrouver, et puis oui, à la fois de se remémorer le passé, et puis de se rencontrer en homme d'aujourd'hui, de mesurer le chemin parcouru. Mais c'est une directive européenne, en fait. Hein. Oui, tous les pays européens. Hervé a quitté le Burundi en 1995 et n'y était pas revenu lui non plus, jusqu'à ce que l'agence belge de développement lui propose une mission en 2017. C'est lui qui a parlé de nous au directeur de l'Institut français. La production d'essences exotiques, là, des eucalyptus, des eucalyptus extra. Dans les années 90, Vincent et Hervé, celui qu'il appelait affectueusement mon chef vénéré, deviennent très vite amis. Hervé est de toutes les fêtes et voit tout de suite en lui le potentiel de l'artiste. Il y a deux choses dans Vincent. Il y a le forestier, mais il y a aussi le musicien, l'artiste. C'est une personne dont on peut ressentir les choses à fond. Et surtout sur le plan musical, il sait l'exprimer même en forêt, aussi bien qu'à Bujumbura. Je me pose des tas de questions sur Vincent, savoir si ça va être un musicien ou un forestier, ou peut-être les deux à la fois. C'était que de la forêt ici encore, je crois. Tout était forestier. Derrière la cathédrale, il y avait le chlorophorin que je ne reconnais pas. Nous avons du temps. Vincent intervient seulement dans quelques jours à l'Institut français. Il nous tarde de voir ce qu'est devenu le pays. C'est ça, oui, super. C'est le terminalia super bas. Ah, ici, là, derrière le panneau? Non, ces arbres qui font le truc, c'est des jeunes, ça. Qui font la haie, ok. Des limes, là. Nous retournons à Lisabou, pour lequel travaillaient Hervé et Vincent à l'époque. Retrouvailles avec les lieux, les arbres, ces précieux arbres, racines du passé. Lisabou était, et est toujours, une institution nationale sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, au service entre autres de la recherche agronomique au Burundi. Vincent et Hervé contribuaient notamment à développer la production sylvicole du pays, pour améliorer les conditions de vie des habitants dans un programme de coopération avec la France. Si vous voulez aménager votre jardin, mais j'ai trop de choses. Au contraire, il faut me faire. Les noms me disent, bah, tu vois, des noms que vous connaissez, mais... Ouais. Merci, bonne journée. Hein. Merci. Ils ont fait la route, oui. Mais oui. Il y avait le cardinal Lustiger qui était venu avec le père du camp et tout ça. Tu te souviens du père du camp? Oh bah oui, ça a tout changé, c'était que des pistes ici avant. Voilà. Ah, la cathédrale, le nom de Zeus. La ville est méconnaissable. En 1993, le pays a connu, comme le Rwanda voisin, une guerre civile ravageuse entre Hutus et Tutsis, qui a fait près de 300 000 victimes. Depuis, Bujumbura s'est barricadé. Des murs ont poussé partout pour prévenir une potentielle récidive. Les maisons, les bâtiments sont protégés, fermés, surveillés, là où autrefois on accédait librement. Parallèlement, la population a triplé en 30 ans et d'innombrables constructions ont vu le jour. La ville grouille et les pistes sont devenues des routes. Il y a Internet, ça paraît bizarre, mais il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet, ça se sent, voilà, partout, tout le monde a un portable. C'est quand même ahurissant. Donc tout ça marque, tout ça revient, ça choque un petit peu même quelque part. Oui, c'est pas le Burundi d'il y a 30 ans, c'est très clair. Mais ça, cette rue-là, que tu vois, la descente... Difficile de s'y retrouver dans cette ville qui a tellement changé. Ça a été refait il y a 6 mois. Vincent recherche sa maison. C'était pas goudronné, ils l'ont goudronné. Il retrouve le quartier, mais ne reconnaît pas grand-chose. Je sens que c'est ma maison, ça. Et puis... Ça a l'air complètement abandonné.
complètement abandonné. C'est ça, putain. La rue est pavée. Avant, c'était juste de la végétation, des grilles, c'était ouvert. Et là, c'est un mur, en plus de pierre, donc pas fini. Et j'aperçois la maison, déjà, je la vois dans un piteux état. Bonjour. Ça va et vous? Ça va? Vous savez que ça c'est une maison où j'ai habité. C'est pour ça que il y a longtemps. Ça appartient à quelqu'un? J'ai habité il y a 30 ans ici. Ici, c'était une petite route noyée dans la verdure. À l'époque, pas de mur, juste une petite haie et un portail. Ce mur est à l'image d'un pays qui se barricade dans la crainte d'un nouveau conflit sanglant. Ah, c'est gentil, hein, merci. Ah, oui. Pour moi, le choc du voyage, qui est de retrouver une maison en ruine. Et là, de fortes émotions sont remontées. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de jardin. C'est une maison abandonnée qui est là. C'est dans un état... Je peux rentrer un petit peu? Un peu. Ah oui. Et là, c'était là. Ah là, oui. L'entrée était ici. La cuisine est juste ici. Voilà. C'est encore la cuisine, là? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, vous savez. Ah, mais oui, la cuisine est là, le salon est là-bas. Il y a une chambre. Une chambre, voilà. Ouais. Ça me touche beaucoup de revenir ici. Je suis très ému. Très. Wow. Merci beaucoup de m'autoriser à visiter. Je sens qu'il y a des larmes qui sont là et qu'elle termine de nettoyer quelque chose. Il y avait une part de Vincent, de 22 ans, qui était encore un peu coincé là-bas. Je le sens quand je vois ce lieu. Et je sens que je le récupère. Et que, voilà, je libère quelque chose en tout cas. Touchante rencontre improbable avec cet homme qui garde une maison abandonnée. Seul ce vieil arbre de l'époque semble avoir résisté aux assauts du temps. Au revoir Cassé, belle vie à toi. Voilà, belle vie à vous. C'est incroyable ce monsieur, il connaît le gardien de mon époque, Artémon, et il me dit il vient tous les 3 jours ici. Tu vas donner ton nom? Oui, je vais te demander, J'ai eu plus de chance en ce qui me concerne. Ma maison est encore bien debout et toujours habitée. Le cercle nautique n'a plus grand-chose à voir avec notre QG de l'époque, mais il est resté un endroit agréable pour boire une primousse, la bière locale, au bord du lac Tanganyika. Le gardien tout à l'heure, il nous dit d'abord il me dit à moi, vous êtes trop gros. Et lui, demandez-moi, je suis comment? Il dit, bah oui, vous aussi, vous êtes trop gros, pareil. Alors que, en fait, pas du tout. Je pense qu'effectivement,
Je crois que tu t'interrogeais beaucoup, mais c'est ta sensibilité, tu as besoin d'être rassuré. Ah oui, On te donne, comme tu dis, c'est pas des choix faciles. notre non plus. opinion pour dire, ah ben effectivement, ce serait bien. J'aimais beaucoup à l'époque le côté digne, un côté. C'est pas l'Afrique de l'Ouest, le Burundi. Hein, il y a un côté mystérieux aussi que j'aime beaucoup. Et en même temps, oui, les rires, les sourires, la joie de vivre malgré les difficultés d'un des pays qui reste un des plus pauvres du monde. Dans quelques jours, Vincent interprétera Tosca sur la scène de l'Institut français. C'est la première répétition avec le pianiste. C'est là que ça coince, c'est pas tout à fait ça. C'est pas la harmonie que je rejoignais. Ah voilà. Sa voix, elle est très étonnante pour moi parce qu'elle répond tout de suite. Il nous est arrivé, il y a quelques jours, de chanter ensemble, tout de suite. Alors moi, je n'ai pas une voix de ténor, loin de là, ni de baryton, j'ai une voix de baryton, mais tout de suite, il s'est accordé à mon chant. Il s'est accordé à mon chant. J'aime beaucoup cette idée qu'on s'accorde. Un des temps forts de ce voyage, ça a été le retour à l'école française et de retrouver ce magnifique lieu aéré, plusieurs hectares, rempli d'enfants, de joie de vivre. De revoir ma salle de musique en tant que prof de musique improvisée. De voir les arbres qui ont grandi aussi, cette verdure, cet espace ouvert et chaleureux, avec quand même quelques différences, puisque plus personne de l'époque n'est là, sauf, si, surprise, une des personnes un peu à tout faire, un des gardiens de ce lieu, burundais, Emmanuel, qui me reconnaît, on se reconnaît 30 ans après. Et arrive un moment où les larmes ont affleuré et où on se remémorait une époque qui était quand même, il faut le reconnaître, un peu plus libre qu'actuellement. Retour à l'Institut français pour une séance de coaching vocal avec la chorale de Bujumbura. Quelques notes en passant. Il y a un côté comme si 30 ans n'avaient pas passé. Tout d'un coup, on se sent à nouveau chez soi. C'est une part de ses racines.
je faisais de l'agroforesterie, je faisais de la recherche forestière. C'était l'occasion de faire rencontrer à la fois un professionnel, un ténor d'opéra, une chorale qui est à un très bon niveau, et cette histoire magique d'un jeune homme qui est venu au Burundi, qui ignorait qu'il avait un talent exceptionnel, et revenir 30 ans après en devenant formateur, en partageant cette expérience. Voilà, j'ai trouvé ça génial et j'ai souhaité faire le possible pour que ça puisse fonctionner. Voilà, bonjour à vous tous, à vous toutes. Alors, mon nom c'est Vincent Karch, je suis ténor d'opéra. Et il se trouve que j'ai découvert ma voix ici, à la chorale de Bujumbura, en 1990, en 1990. Je suis venu ici pour faire de la foresterie. Je m'occupais des arbres, c'est pour ça que j'en parle. Et un ami m'a amené ici, à cette chorale, et le chef de chœur de l'époque m'a dit « Mais tu as une vraie voix de ténor ». La chorale de Bujumbura, c'est l'endroit où je suis né en tant que chanteur. Grande émotion de rencontrer la chorale reconstituée, parce que l'histoire du pays a fait que la chorale a été dissoute et qu'elle s'est reconstituée il y a 3 ou 4 ans. C'est quelque chose de... Merci de m'accueillir pour ça, sur cette scène. Je suis très, très ému pour ça. Des jeunes, principalement, des jeunes burundais, avec des magnifiques voix d'ailleurs, un magnifique son, surtout des basses, des ténors, les femmes aussi. Et la rencontre avec cette chorale, voilà, différente. Et mon envie, mon amour du chant est de partager ce que je sais pour ces chanteurs en herbe. Le chant occupe une place fondamentale chez Vincent, mais la nature lui est tout aussi essentielle, vitale. Ces deux éléments complémentaires sont indispensables à son équilibre, et c'est au milieu des arbres que l'ancien forestier puise les ressources qui l'aident à avancer. Sa brillante carrière de soliste lui laisse peu de temps pour se connecter à la nature. Très vite, trop vite propulsé sur des scènes internationales sans y être préparé, il étouffe dans ce milieu artificiel et l'atmosphère confinée des salles. Le stress est de plus en plus présent, il est épuisé et terrassé par ses émotions. Sa voix se fragilise, il perd son équilibre. Et puis en 2003, c'est l'effondrement. Un burn-out stoppe brutalement son ascension, il perd sa voix. Je suis touché par cet homme qui a une histoire tumultueuse, une vie compliquée. J'imagine bien un homme qui a été au fait d'une carrière internationale d'artiste, de chanteur, au point de chanter des grands airs d'opéra dans des grandes salles de spectacle partout en Europe, et qui d'un seul coup s'effondre, et il lui faudra plusieurs années pour refaire surface. Moi, je trouve ça magnifique. Je suis vraiment tombé. Et pour me requinquer, pour me retrouver et me retrouver de la joie de vivre d'ailleurs même, je suis allé dans la nature, chez les Amérindiens, chez les Wendat Hurons au Québec. C'était aussi un de mes rêves de gosse, donc je l'ai réalisé à ce moment-là. Et c'est là qu'au fond du trou, j'ai réappris à vivre et à venir justement dans l'instant. J'étais un peu perdu dans les projets et les regrets. Mais je n'étais pas dans le jus de la vie de l'instant. Et ça, c'est les Amérindiens, les arbres, des chiens-loups, la force de la nature du Canada qui m'a permis de revenir à la vie de façon tout à fait intense. De retour du Canada, Vincent retrouve le monde de l'opéra. Mais lorsqu'il chante, les arbres lui manquent, et lorsqu'il est en forêt, il a envie de chanter. Alors comme une évidence qui s'impose, il va se fabriquer parallèlement un métier sur mesure qui donnera un nouveau sens à sa vie, guide ténor en pleine nature. Nous sommes en 2010, c'est la naissance des randos lyriques. L'idée de la création des randos lyriques, c'est venu de, en fait, mon envie de
réunir les deux passions qui ont été les deux métiers de ma vie. Une rando lyrique, c'est un parcours sensoriel où j'emmène des personnes avec moi et on va s'éveiller à notre propre sensorialité pour, à un moment donné, éveiller la voix dans le but de chanter tous ensemble un fragment de chant d'opéra. La situation actuelle du pays a été un peu compliquée pour vraiment réaliser une rando lyrique, c'est-à-dire emmener des gens dans la plus belle forêt au nord du pays. En revanche, cette générosité de la terre burundaise nous mène jusqu'au col de Bugarama, et puis juste un peu derrière, en redescendant, un endroit qui ressemble à une sorte d'arboretum où il y a les plus vieux eucalyptus du Burundi, ceux qui ont été plantés il y a plus de 100 ans, et puis aussi un reliquat de forêt primaire. Et dans les eucalyptus qu'on a vus, alors il y a des... Ça, c'est des grandis, ça, c'est des grandis. Des grandis ou des salvinia, à la rigueur des delegatensis, à la rigueur. Et puis des enfants nous suivent. Une petite troupe d'enfants de 6 à 14 ans. Ils nous suivent, ils sont très curieux, on ne parle pas trop. Juste, c'est des regards, c'est des ressentis. Petit à petit, la confiance grandit. Je commence à chanter, ça les fait rire au début. Et puis voilà, au fil du chant, de la rencontre avec les arbres, ils se rapprochent. Je me mets à faire un hug à un arbre, à rencontrer un magnifique eucalyptus d'abord. Puis je vois qu'il y en a un qui arrive, qui s'approche au bout d'un certain temps, et qui aussi, lui aussi a envie de toucher l'arbre. Au début, ça le fait un peu rigoler, mais ça se calme. Et tout à coup, vraiment, une paix qui est là. Et ça dure 10 minutes avec le premier arbre. Un deuxième arrive. Et c'était un moment de grâce, ça, juste de se sentir vivant avec cet arbre. Et ces enfants qui, sans aucune instruction, sans en parler, spontanément ont envie de faire comme moi. Et je vois qu'il y en a un d'entre eux qui ressent vraiment quelque chose avec cet eucalyptus. Il a été profondément touché par son voyage récent au Burundi, forcément que ça, il m'en a parlé assez longuement, où il a rencontré des enfants dans la forêt, des enfants qui chantent dans la forêt. Et ça l'a, je crois, bouleversé au point qu'il s'est dit, c'est ça qui va faire que, par rapport à tout ce qu'on appelle la sylvothérapie, qui se développe beaucoup maintenant en France, en Allemagne d'ailleurs aussi, et dans d'autres pays d'Europe, il veut vraiment marquer très précisément l'idée de faire chant dans la forêt, autour de l'enfant. C'est avec un immense plaisir qu'on vous reçoit ce soir à l'Institut français. Vous êtes nombreux et nombreuses, c'est rare un mercredi soir, mais je crois que vous avez compris, comme nous l'avons compris, que nous avons une soirée exceptionnelle qui nous attend ce soir, avec la présence de Vincent Karch. Il était venu ici avec la coopération française pour étudier des arbres. Il a découvert, grâce à la tradition burundaise de chorale qui est forte, qu'il avait une voix. Et il est devenu ce ténor qu'on le reçoit ce soir. Je vous prie d'accueillir Vincent Karch, s'il vous plaît. Applaudissons-le. Merci beaucoup. Et là, voilà, c'est un eucalyptus du Burundi. La conférence que donne Vincent fait suite au documentaire L'intelligence des arbres de Julia Dordel et suivi d'une soirée débat sur le langage des arbres. Ténor international, très reconnu avec ça, très identifié. Quand ma voix tombe, je tombe tout entier. C'est quelqu'un de très simple, très accessible. Tout ce qu'on a pu souhaiter partager avec lui, il a été preneur. Et il n'a pas compté son temps ni son énergie.
Et il a beaucoup donné. Il est resté quelques jours à l'Institut français avec cette formation en chorale, avec ce projet cette projection débat, ce film documentaire et un débat ensuite. Et c'est pas tout. Il a aussi eu la gentillesse de nous offrir un chant en tant que ténor. Et ça a été un moment de haute qualité à l'Institut français. À cet instant précis, je suis très ému de filmer Vincent sur cette même scène qu'il foulait timidement en 1990, sous le regard de ma caméra, déjà. L'image est forte, et je mesure le chemin que nous avons tous deux parcouru. Qui aurait cru que ce scénario se présenterait ici, 30 ans plus tard? Être dans une forêt où on respire, où on regarde l'arbre comme un être qui vit. Et ça, Vincent n'arrête pas de le dire. La vie de l'arbre, elle est juste à la périphérie. Elle n'est pas au cœur, elle est à la périphérie. Et chaque année, ça revit. Rajoutez le chant, la marche, ben voilà. Je crois qu'on a là une recette magnifique pour sortir d'une quelconque difficulté de vie. La rencontre avec Vincent va laisser une trace profonde, au-delà de la partie spectacle et artistique, quelque chose d'humain, de vraies valeurs, de simplicité, d'échange, de partage. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné, qui sait écouter aussi. Et donc ça donne envie, par exemple, de se retrouver en France et de participer au rando lyrique. Bien que je chante très très mal, je pense que j'aurai avec lui l'audace de me plonger dans les randos lyriques. J'ai qu'une envie, c'est de revenir maintenant, en espérant que les conditions seront à nouveau favorables. Il y a eu des rencontres très fortes, musicalement, artistiquement, au niveau des forêts. Ce lieu que j'ai découvert, où les enfants m'ont accueilli, m'ont offert un chant d'ailleurs, à la fin de ce moment avec les arbres. On a grimpé aux arbres. J'ai envie d'y retourner. C'est un lieu fabuleux pour la sylvoithérapie. J'ai envie, dans la continuité de la création, des grands voyages rando-lyriques que je veux vivre, emmener des gens au Népal et maintenant au Burundi. Si la situation le permet, j'ai vraiment cette envie de leur faire découvrir ces arbres magiques qu'on a rencontrés et qui m'ont apaisé, qui m'ont donné cette énergie, qui me donne de l'énergie d'ailleurs maintenant pour la suite de ce parcours, puisque je quitte le monde de l'opéra et que je continue à créer mon métier de rando lyrique, du bien-être par les arbres et le chant. Vincent a probablement une nouvelle carrière qui s'ouvre pour lui, puisqu'il a décidé vraiment de consacrer son temps à ce travail, voix, arbre, enfant. Je pense qu'il va aller vers probablement des sommets dans un monde qui a besoin vraiment que nous retrouvions ce contact à la nature, ce contact aux choses. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand? Ce séjour qui s'achève
referme un livre resté ouvert pendant 30 ans. C'est maintenant une nouvelle histoire qui s'écrit. Vincent quitte ce pays, si cher à son cœur, et comme un signe du destin, voilà qu'une fois encore, il trouve sa voie. Petit pays, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris, quand tu meurs, je meurs, quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr.